Anybody needs this in English? No? Ok. Donc les slides sont, comme je ne savais pas trop, les slides sont en anglais, je vais parler en français. S'il faut que je fasse l'inverse, ben, je ne peux pas changer les slides. Voilà, donc je vais faire la session en français. Juste quelques mots, histoire de vous, parce qu'on me demande toujours de dire Kiwi Pro, on est un intégrateur système. On a été le premier à mettre en place une practice de conseil en stratégie d'entreprise autour de l'open source. Donc on ne fait pas de la stratégie, on fait aussi, mais ce n'est pas moi, de la stratégie produit, hein, une stratégie de migration, de trucs comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie d'entreprise. Comment on utilise les activités open source pour finalement driver l'innovation, driver le recrutement de talents, l'attractivité, etc. On a plus de 20 000 personnes spécialisées dans l'open source chez Wipro. On est une grosse boîte, on est plus de 200 000 dans le monde. On est membre de plusieurs fondations, plus de 25. On a une communauté interne qui doit faire maintenant 4 000 d'ailleurs, il y a 2500 et c'est 4 000. Et on participe à tout un tas d'autres trucs autour de l'open source que je vous laisse lire. Je n'ai pas envie d'y passer trop de temps. Et donc aujourd'hui, je vais parler des business models de l'open source. Alors, d'abord, on me dit souvent de parler des business models open source. Ça n'existe pas, un business model, c'est un business model. Et certains marchent bien avec l'open source, d'autres non. Donc, s'il y a un truc qu'il faut garder en tête à la sortie de cette présentation, c'est celui que je mets là. Ça n'existe pas un business model open source. Voilà. Pensez à un business model. Et après, on va réfléchir, est-ce qu'avec l'open source, ça marche? Et souvent, quand je parle avec des startups qui sont en train de démarrer leur projet, la première chose que je leur demande, c'est comment vous allez vendre votre truc? Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui est intéressant à vendre? Et ensuite, on peut réfléchir à qu'est-ce qui est de la propriété intellectuelle, qu'est-ce qui peut être mis en open source, qu'est-ce qui peut ne pas l'être, et en fonction de ce qui est en open source, est-ce que le business model choisi convient, etc. Donc voilà. Donc là, en fait, je vais lister un certain nombre d'exemples de façons de travailler au niveau des business models par des entreprises qui font de l'open source. Donc la première page ici, c'est quelques types de business models. Et après, je donnerai des exemples d'entreprises qui les ont mis en œuvre. Comme ça, vous verrez qu'effectivement, ce n'est pas juste un slide, mais c'est des gens et des boîtes, dont certaines qui ont du succès d'ailleurs. Et puis, j'aurai une dernière partie de ma présentation qui sera plus sur la façon dont un choix de licence peut avoir un impact sur un business model. Parce que c'est aussi une autre question que me posent souvent les startups, c'est qu'est-ce que je choisis comme licence pour mon projet open source si je veux éviter que IBM ou Microsoft pompe tout ce que je fais. Et littéralement, c'est des questions qu'on me pose comme ça. Donc, choisir la bonne licence, ça peut être un moyen de supporter un business model. Donc, on en parlera sur la fin de la présentation. Alors, d'abord, il y a 4 grandes familles. Alors, juste une chose quand même, qu'il faut être très clair. Je donne ici un certain nombre d'exemples, un certain nombre de catégories. Ce n'est pas les seuls. Les gens font des combinaisons, ajoutent, créent leur propre business model aussi. Ça, c'est 4 grandes catégories, on va dire. Donc, la première, c'est effectivement de créer de l'open source. Et que donc son produit, c'est de l'open source. Et la question, c'est, on va vendre ce produit. Qu'est-ce qu'on peut vendre autour de ce produit-là? Donc, on verra ce que ça implique. Mais toujours la question qu'il faut se poser, en fait, quand on dit je vais commercialiser, je vais faire un business model, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui a de la valeur, en fait, pour mes utilisateurs? Parce que si vous essayez juste de vendre un produit que n'importe qui peut refaire, la valeur, elle n'est pas vraiment là, et vous n'aurez pas trop de succès, et vous pourrez accuser l'open source autant que vous voulez dans la faillite de votre entreprise. La faillite, elle sera plutôt due au fait que vous avez un produit qui n'a pas d'intérêt, pas de valeur ajoutée, en fait. Donc, votre produit, il est open source, super. Est-ce qu'il a une vraie valeur ajoutée? Oui, c'est ça qu'il faut monétiser. Après, on peut construire des produits avec de l'open source. C'est-à-dire que vous avez créé un produit qui intègre tout un tas d'open source dedans, et vous allez vendre ce produit. Et les grands champions, évidemment, c'est Amazon, par exemple, qui vendent des super services qui s'appuient que sur de l'open source, et derrière, qui ne participent pas forcément autant qu'on voudrait. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on va trouver comment on vend son propre produit, qui lui peut être, en l'occurrence ici, pas open source, il intègre de l'open source, et il n'est pas open source. Pour info, aujourd'hui, on estime qu'à peu près 95 ou 96% des produits software du marché contiennent de l'open source, qu'ils soient open source eux-mêmes ou pas. Ce qui est rigolo d'ailleurs, parce qu'il y a une entreprise il y a quelques années qui comparait le niveau de sécurité des logiciels open source et des logiciels propriétaires. Maintenant, ils ont arrêté de le faire, ils ont dit que ça ne sert à rien. Même les logiciels propriétaires, ils ont de l'open source. Donc voilà. Donc un produit qui contient de l'open source, mais qui peut lui-même avoir du code propriétaire autour.
On peut créer aussi des produits pour le monde de l'open source. Donc, vous avez... pardon, j'ai oublié de dire un truc. Dans les produits qui s'appuient sur de l'open source, il y a bien sûr les services. Moi, je travaille chez Wipro, on est un intégrateur système. Donc, on fournit du service. On développe pour nos clients des applications, des infrastructures qui s'appuient sur de l'open source. Donc, on est typiquement dans ce cas-là. Construire pour de l'open source, donc ça peut être des gens qui développent des outils de développement, des plateformes d'exécution, des trucs comme ça. Donc là, évidemment, le produit qu'on développe, il n'est pas forcément open source. Il peut l'être, mais il n'est pas forcément non plus. Par contre, il sert à faire fonctionner des choses open source. Et là, il faut se dire, ben, est-ce qu'on intègre les choses open source? Est-ce qu'on les livre avec? Est-ce qu'on fait en sorte que ce soit simple? Est-ce qu'on laisse à l'utilisateur le choix de faire ça? C'est super important, ça, parce que dans la notion de GPL, par exemple, il y a cette notion de distribution qui est un peu compliquée. Et en particulier, quand on distribue un produit, même s'il n'intègre pas lui-même de l'open source, mais s'il est fait pour ne tourner qu'avec un produit open source GPL et rien d'autre, la licence GPL considère que c'est une distribution. Et donc, si vous développez un produit qui n'est pas commercial, mais qui ne sert qu'à faire tourner un truc GPL, eh ben, vous pouvez tomber sous le coup de la GPL si les gens sont un peu pointilleux. Donc ça aussi, c'est un impact. Le dernier modèle, c'est construire un business complet sur de l'open source. L'exemple typique, Amazon, Netflix, qui ont appuyé en fait tout leur business model sur le fait qu'ils exploitent des produits open source pour fournir des services qui ne sont pas du tout open source, qui sont payants, par exemple la vidéo. Donc réfléchissez un petit peu quand vous allez vous poser la question de je vais open sourcer mon produit, non, je vais vendre mon produit, vendre des services autour de mon produit. Comment j'ai construit mon produit? Qu'est-ce qui a de la vraie valeur ajoutée? Et donc là, on va passer en exemple, d'ailleurs j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça, de sociétés qui utilisent de l'open source pour construire une offre de service. Et qui... je vais garder un œil sur ma montre. Ça va. J'ai plein de temps. Et j'ai encore 250 slides. Donc, vous ne pouvez pas imaginer, je travaille pour une boîte indienne. Les Indiens, c'est les champions d'arriver avec 70 slides pour 12 minutes de présentation. Bon, j'arrête de râler. Donc voilà, donc ça, c'est des exemples de sociétés qui font du service, mais en s'appuyant que sur de l'open source. Si vous êtes dans ce monde-là, ne faites pas comme Amazon. Contribuez. Quand vous améliorez des produits, contribuez. Quand vous utilisez des produits et que vous faites un correctif ou que vous rajoutez une fonctionnalité, contribuez. Netflix a beaucoup proposé de code en open source. Ça a été des gens qui ont été très bien. Amazon ne sont pas du tout perçus de la même façon. Et c'est surprenant parce qu'Amazon a beaucoup d'activités open source. Ils ont beaucoup d'activités open source. Mais on les voit comme des gens qui ne sont pas très chouettes à ce niveau-là. Ce qui rejoint quelque chose que j'explique beaucoup à mes clients, quand on fait de l'open source, ça ne coûte rien et il faut le faire, communiquer. Expliquez ce que vous faites au niveau de l'open source. Parce que si ce n'est pas vous qui le faites, c'est votre communauté qui prendra le contrôle de votre communication en parlant, et pas forcément dans les termes que vous voulez. Donc quand vous faites de l'open source, ça devrait faire partie de votre plan marketing, donc quelque part intégré dans le déroulement de votre business model. Communiquez autour de ce que vous faites sur l'open source, ça ne coûte rien. Faites du tweet, faites des blogs, encouragez vos développeurs à le faire. Votre service marketing devrait peut-être mesurer les choses, choisir des canaux de communication. Voilà. Un autre modèle, donc un autre exemple de société qui vend des services et du support. Donc bon, j'ai cité Rogwave, mais il y a bien entendu les intégrateurs système. Donc c'est le petit symbole avec les roues dentées. Là, c'est nous. Mais je voulais pas mettre mon logo encore une fois parce qu'on y est déjà pas mal sur ces slides. Donc toutes les sociétés de services, Smile, qui parlait juste avant, Alterway, Linagora en France, toutes les sociétés de services aujourd'hui, ou presque, intègrent de l'open source dans leur boîte à outils de développement. Et ce sont des gens qui, effectivement, vendent des services, dont parfois aussi du support. Des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Donc, ça peut être un moyen. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être éditeur de logiciels libres pour faire du business autour des logiciels libres. Il s'avère que, par exemple, nous, on contribue, on publie, on participe à FinOS avec du code open source, mais ce n'est pas obligé.
Vendre du hardware. Alors ça, c'est rigolo et c'est super dangereux. Il y a eu un exemple il n'y a pas longtemps. Enfin non, il y a un paquet de temps d'ailleurs maintenant. Donc j'arrête de dire que c'est il n'y a pas longtemps. Où Linksys avait sorti des routeurs Wi-Fi. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient ici, dans les gens qui ont des cheveux gris. Le double, ils sont gris mais ils sont rasés. Vous avez vu ma barbe tout à l'heure. Donc le WRT54G de Linksys. Quelqu'un se souvient des petites boîtes bleues et noires avec les deux antennes? Un jour, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte dedans qu'il y avait du Linux. Linux égale open source égale GPL. Donc, ils ont demandé à Linksys, on voudrait voir le code source du machin. Linksys a dit non. Les gens ont dit si. C'est allé un peu dans les tribunaux. Ça s'est réglé bien d'ailleurs. Linksys a fait la bonne chose. Ils ont créé un site qui s'appelle gpl.download.linksys.com, un truc comme ça, où tout le code source de tous leurs produits basés sur du code GPL est maintenant publié. Donc, c'est bien. Ils ont bien agi. Mais quand ils ont fait ça la première fois pour les WRT54G, ils ont publié tout le code source, dont le code des drivers Wi-Fi Broadcom, qui n'était pas open source. Il a oublié ça. Et Broadcom m'est venu taper à la porte en disant, les gars, vous avez publié un truc là-dessus, mais vous n'êtes pas censé le faire. On a un problème. Bon, ça s'est réglé. Coût de licence, d'argent, etc. Et donc, ils ont eu le droit de le faire. Bien. Mais ça aurait pu mal se finir. Ils ont publié ça. C'est devenu super populaire. Des OEM comme Phone Networks se sont mis à intégrer la plateforme hardware pour créer leur propre routeur avec des services autour. Top, utilisation de l'open source dans son business model, c'est bien. Sauf que tous les hackers, comme moi, se sont rendus compte qu'avec le code source des drivers Broadcom, on pouvait changer la puissance de transmission des sorties Wi-Fi du machin. 42 milliwatts, c'est la loi. 200 milliwatts, c'est vachement bien parce qu'on porte un peu plus loin. On porte jusqu'à la pièce d'à côté ou la maison d'à côté. Et du coup, l'ART, l'autorité de régulation des télécoms, mais pas que eux, d'autres pays aussi, sont venus taper à nouveau sur la porte de Linksys en disant, les gars, on a un problème. Vous pouvez plus vendre votre truc parce que c'est trop facile à hacker pour n'importe qui et de passer outre la loi. Donc, vous n'avez plus le droit de le vendre. Donc, Linksys est revenu à sa planche à dessin, a sorti un nouveau modèle, plus open source, qui utilisait VxWorks comme microkernel. Alors, VxWorks, c'est plus petit que Linux, donc un processeur moins cher, moins de mémoire, un device beaucoup moins cher à fabriquer, et plus open source du tout. Et ils ont vendu ça en disant, ça y est, ça on peut le vendre, on n'embête personne. Effectivement, ils n'embêtaient plus l'ART, mais ils ont embêté tous les OEM qui sont venus taper à la porte en disant, les gars, oh, et nous on fait quoi? Donc ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, on va faire un autre modèle, le WRT54GL, L pour Linux, qui sera donc de nouveau sous Linux, mais qui sera vendu plus cher en grand public. Bon, depuis, il est plus en baissière. Mais qui sera vendu plus cher en grand public, pour que le grand public achète la version moins chère, mais que les OEM puissent acheter à des tarifs OEM leur version hardware qu'ils puissent continuer à modifier. Voilà. Vous voyez un peu l'histoire qui peut s'être produite quand on fait du hardware et qu'on se rate dans la licence, dans l'utilisation des licences, l'interprétation des licences. Donc réfléchissez bien à ça. Hein. Si vous intégrez du code de l'open source dans votre produit hardware, parlez à un avocat spécialisé. C'est la seule chose que je vous suggère. Ça vous évitera des longues histoires. BMW, il y a 3-4 ans, a eu le même problème. Hein. Donc, c'est pas nouveau. Un autre exemple, c'est le dual licensing. Alors, l'exemple typique des gens qu'on n'aime pas mentionner dans le monde de l'open source, c'est MongoDB, qui avait une licence open source, la GPL, et puis ça trouvait qu'ils n'arrivaient pas assez à faire de business avec. Donc, ils ont créé leur propre licence, qu'ils ont soumis à l'OSI pour évaluation. L'OSI a dit vous êtes rigolo avec votre licence, mais comme vous interdisez l'usage commercial, vous n'êtes pas en règle avec la définition OSI d'une licence open source. Donc, c'est plus de l'open source. On n'aime pas l'OSI, mais bon, ça a été leur réaction. Donc, MongoDB ne dit plus qu'ils sont open source. Ils disent qu'ils sont source available. Et d'ailleurs, le patron de Mongo dit clairement, nous, l'open source, ça ne nous intéresse pas trop. On publie le code source pour inciter les gens à tester, à adopter le produit. Mais quand ils veulent l'utiliser commercialement, on veut qu'ils payent. La position est claire. Hein. Mais il faut faire attention, parce que quand on fait du dual licensing comme ça, il faut vraiment qu'on ait quelque chose à proposer d'intéressant dans la version commerciale. C'est ce que disait Smile tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on met en extension payante? Qu'est-ce qu'on met au cœur? La chose à laquelle il faut faire super attention, c'est que si le cœur open source, en gros, ne sert à rien ou n'est pas utilisable, vous êtes vu comme des arnaqueurs. Donc ne le faites pas. Si votre cœur open source a un vrai périmètre de fonctionnalité intéressant et utilisable tel quel, et que la version payante d'entreprise, comme vous l'appelez,
apporte un complément qui n'est pas strictement nécessaire à l'utilisation du produit, là, vous avez un vrai truc intéressant. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il faut que ce complément ait une vraie valeur ajoutée. Sinon, personne ne va vouloir l'acheter. Donc, il faut mettre le curseur au bon endroit. Et par exemple, c'est ce qu'Oracle a un peu raté avec MySQL quand ils ont commencé à dire on enlève tous les différents file systems de la version communautaire et on les met dans la version entreprise. Ça a énervé tout le monde et ça a permis à MariaDB d'avoir un joli business model. Voilà. Un autre exemple, c'est de l'open source avec des upgrades commerciaux. Donc c'est un peu comme de l'open core, c'est comme du dual licensing, mais effectivement, la version commerciale a des fonctionnalités en plus. Le dual licensing, la version commerciale peut très bien avoir exactement le même périmètre de fonctionnalités. Simplement, on va ajouter du support, des choses comme ça. Packager de l'open source. Alors ça marche bien aussi. Ça marche super bien dans le cas de Red Hat. Sauf que maintenant, il énerve un peu tout le monde avec CentOS. Mais l'idée, c'est de dire, c'est compliqué l'open source. Si on vous faisait une version pour laquelle, certes, vous pouvez la télécharger et l'utiliser, mais si vous voulez vraiment l'utiliser dans un mode où vous allez avoir du support, des mises à jour incrémentales sans avoir rebooté la machine, etc., passez par nous. Et en plus, vous aurez un numéro de téléphone à appeler quand ça va pas bien. Donc ça, c'est un modèle qui est intéressant, entre autres quand la plateforme qu'on propose est mission critique. Parce que personne ne va s'amuser à faire tourner des missions critiques sans avoir un support en béton, avec des service level agreements, je ne sais pas comment on dit en français. Et donc ça, c'est un modèle qui marche assez bien sur certains types de produits, pas pour tous. Voilà. Et puis, l'un des derniers modèles que je vais mettre, et après je parlerai de licence, c'est le modèle où on ne vend rien. On fait de l'open source pour se mettre devant tout le monde. Il y a un exemple d'open source que j'aime bien. Vous irez voir, vous tapez sur GitHub Novartis, cherchez github.com/Novartis. Ils ont un site qui s'appelle NIBR, c'est un laboratoire qu'ils ont aux États-Unis, qui publie un software d'ontologie, donc de gestion de dictionnaire de termes, ça c'est rigolo, et ils publient du code de séquencement d'ADN. Donc c'est pas des jouets, c'est du truc vachement pointu, c'est limite de la science-fiction, et ils le publient, mais personne contribue, ils le publient juste pour dire on est les meilleurs. Venez chez nous pour acheter vos produits, nos produits de travail sur l'ADN, parce qu'on sait faire ces trucs-là. La preuve, on a des codes sources qu'on publie et que personne d'autre ne sait faire. Donc on peut utiliser le fait qu'on fait de l'open source pour se rendre visible au reste du monde. Ça peut être aussi pour faire du greenwashing, comme le font certains groupes pétroliers et d'autres, en disant on n'est pas si méchant que ça, la preuve, on contribue. Voilà. Quelques mots sur les investisseurs. Si vous êtes une start-up, qui c'est qui est dans une start-up ici ? Donc, quelques mots. Les banques, en général, elles ne savent pas ce que vous faites. Elles regardent juste des équations. Si vous êtes dans le profil de rentabilité des 3%, je sais pas combien ils veulent, ils sont d'accord. Mais ça ne sert à rien de leur expliquer que votre produit va changer le monde. Ils s'en foutent. Le venture capitaliste, c'est un peu l'inverse. Si vous êtes dans le secteur qui les intéresse, qui comprennent ce que vous faites, qui pensent que ça va changer le monde, ça va les intéresser. Ils vont vous écouter. Mais par contre, eux, ils ne veulent pas faire 3%. Ils veulent faire 1000 fois la mise. Donc, s'ils ne voient pas un business model qui promet 1000 fois la mise, ça ne les intéressera toujours pas. Ça peut intéresser une banque, s'il y a quelques pourcents de revenus, mais voilà. Le crowdsourcing, c'est rigolo, mais le problème, c'est que bien souvent, on ne sait pas trop où on met son argent. Donc, il y a des plateformes de crowdsourcing qui fonctionnent, et derrière, il faut être sûr qu'on va récupérer son argent quand on investit dedans. Il y a la grande mode maintenant de tout ce qui est token, NFT, blockchain, ICO et compagnie. Allez jeter un œil sur uetoken.com, vous allez voir pourquoi j'aime pas trop. En tant qu'investisseur, on ne sait vraiment pas dans quoi on met son argent. On peut mettre son argent dans un truc qui peut avoir du succès ou pas. Si jamais, en tant qu'investisseur, vous voulez vous intéresser à ça, et si jamais vous êtes une start-up et qui vous intéresse à ça, travaillez avec un VC qui va mettre un premier investissement dedans, qui va crédibiliser votre entreprise et va donner une accroche physique dans le monde. Et là, les gens qui veulent investir plus pour la croissance pourront avoir un minimum de crédibilité. Voilà. Bon, j'ai pas parlé des licences, et je suis à bout de temps, c'est ça ? Oui. Bon, alors pour les licences, venez me voir après si vous voulez parler de comment une licence peut influencer la façon dont les développeurs utilisent votre code derrière. Bon, après, il y a peut-être des questions sur les licences. Ah bah oui, ça peut être une autre façon de gagner un peu de temps. J'ai 5 minutes pour répondre sur les licences. Y a-t-il des questions sur ce qui a été dit avant ?
Bon, ceci dit, Bah alors il y a une présentation après ou pas? Non. Vous voulez que je parle un peu des licences? Ouais. Ah bah voilà, top. Bon, vous êtes au courant, enfin vous êtes au courant, c'est horrible comme formulation. Je pense que vous savez tous comment on définit l'open source. Ça vient de historiquement, c'était les logiciels libres, 4 libertés qui sont définies par la Free Software Foundation. L'Open Source Initiative définit un certain nombre de règles qui doivent s'appliquer pour qu'une licence qui se veut open source soit considérée comme de l'open source. Donc ces règles-là doivent être respectées par tout code qui vient avec une licence open source. Et il y a plein de licences open source qui existent. N'essayez pas de créer la vôtre. Il y a plein de gens qui ont essayé, beaucoup se sont mordus les doigts, MongoDB par exemple, quand ils ont voulu en faire une, mais le CERN aussi s'est amusé à faire une licence pour leur développement logiciel, dans laquelle ils avaient intégré une partie de leur charte, qui est très très bien. Leur charte, elle est de ne pas faire des produits militaires, et donc ils l'avaient intégré dans leur licence, et quand ils ont fourni ça à l'OSI pour révision, l'OSI a dit non, no discrimination against field of endeavor. Vous n'avez pas le droit d'interdire aux gens d'utiliser votre truc pour faire des armes dans votre licence open source, donc c'est pas de l'open source. Donc finalement, le CERN maintenant utilise la GPL pour le logiciel, et dans leur README, ils disent faites ce que vous voulez avec, mais si jamais vous venez nous poser des questions et que c'est pour vous utiliser ça comme armement, on ne vous répondra pas. Démerdez-vous. Voilà. Ils ont aussi fait des licences hardware maintenant aussi. Là, ils ont mieux réfléchi. Donc une licence, c'est ce qui va définir qu'un truc est open source. Et une licence open source, il y a un certain nombre de catégories. J'ai mis les 3 grandes catégories ici. On a les catégories qui sont sans copyleft, c'est-à-dire grosso modo, faites ce que vous voulez avec mon truc, et tant que vous respectez le fait que vous marquez mon nom dessus, que vous expliquez que la licence c'est ça, et que vous dites où je peux trouver le code source de mon truc, vous faites ce que vous voulez. La licence BSD, par exemple, elle est assez pratique pour ça, et elle est beaucoup utilisée dans des produits qui derrière sont propriétaires, comme par exemple dans macOS. Le cœur de macOS, c'est un truc qui est sous licence BSD, et Apple n'a aucune obligation de publier les mises à jour, les patchs, les extensions qu'ils font, et d'ailleurs, ils ne se gênent pas trop. Donc c'est une licence qui est intéressante. Il y en a une que j'aime bien dans cette catégorie qui s'appelle la WTF, la What the Fuck, qui est la Do What the Fuck You Want With It license. Vous pouvez la chercher. La FAQ est assez rigolote. Can I do yes? Can I yes? Can yes? Donc c'est assez simple. Au début, elle n'était pas d'ailleurs considérée comme une licence open source parce qu'il n'y avait pas la clause d'attribution dedans. Comme quoi, même quand on crée une licence super simple, c'est pas évident. Depuis, il y a une version 2 qui est OSI compliant, je crois. Après, on a les weak copyleft. Alors le weak copyleft, c'est une licence assez intéressante parce que elle dit grosso modo, mon code est open source. Si vous utilisez mon code, tout ce que vous changez dans mon code doit rester open source. Par exemple, si vous corrigez un bug. Par contre, vous pouvez ajouter des trucs qui ne sont pas open source à mon code. Par exemple, vous pouvez intégrer mon code dans une application propriétaire. Et ça, c'est intéressant parce que ça va encourager les gens à utiliser mon code. Ça va encourager l'amélioration de mon code, mais par contre, ça ne va pas forcément chercher à agrandir le périmètre de la communauté autour de mon code, le périmètre technologique. Mais voilà, ça encourage l'utilisation par des sociétés commerciales. Un exemple de telle licence, c'est la licence LGPL. Cette licence est intéressante, c'est une licence GPL, mais qui dit, si vous parlez à moi de cette façon, vous n'êtes pas contraint par la GPL à publier votre propre code source. Et par exemple, la libc, la librairie principale dans laquelle on programme dans l'environnement Linux, elle est LGPL. Donc on peut écrire certaines applications qui s'appuient sur Linux, qui ne sont pas open source, si elles ne parlent qu'au travers de librairies de type libc et autres librairies LGPL. Par contre, dès qu'on pointe sur l'intérieur du kernel, qui lui est GPL2, je crois, on est contraint par la GPL. Donc, suivant comment on parle à Linux, comment on package son application pour qu'elle s'intègre à l'environnement Linux, on peut être obligé ou pas de la mettre en open source. Si on utilise la libc, on n'est pas obligé. La dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les strong copyleft. Et donc, ça, c'est des licences qui gèrent tout le périphérique le périmètre du projet comme de l'open source. L'exemple typique, c'est la GPL. Si on modifie quoi que ce soit dans le code d'origine, cette modification doit être mise dans l'open source. Mais si on ajoute quelque chose, que ce soit une extension ou son propre code, celui-ci doit aussi être mis en open source. Donc, en utilisant des termes un peu péjoratifs, on peut dire que le produit qui a une licence de ce type-là contamine, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'elles sont virales, contamine tout ce que ça touche, dans la mesure où c'est touché par des mécanismes qui sont définis dans ce qu'est la distribution. La GPL considère, par exemple, le fait de télécharger, de mettre un CD à disposition, de vendre une distribution. Par contre, la GPL
ne considère pas le as a service comme une distribution. Donc, si vous avez du code GPL qui est derrière un serveur web ou un serveur d'application et que quelqu'un y parle au travers d'Internet, ce n'est pas considéré comme une distribution. Amazon adore ce principe-là. C'est pour ça que la licence AGPL, Affero GPL, a été créée, qui dit on est la même chose que la licence GPL, sauf que nous, on considère comme distribution aussi le fait de prêter, de louer et de mettre à disposition via un serveur web. Donc, quand les gens développent des applications, les startups en particulier, développent des applications qui vont tourner derrière un serveur web et qui me disent « je voudrais utiliser la GPL », je leur dis « attendez, la GPL derrière un serveur web, elle ne sert à rien. Si vous voulez vraiment ce genre de protection, prenez une licence de type AGPL parce que ça vous offrira la distribution de type as a service ». Il y a eu, il y a quelques années, Free qui avait eu un problème avec les box dans lesquels il y avait beaucoup de code GPL. Et les gens ont dit, mais c'est du GPL, vous nous avez distribué la boîte, elle est chez nous, on veut le code source. Et Free, grosso modo, est allé voir des juristes, ça s'est terminé dans les tribunaux. Et la réaction, enfin la décision a été que Free ne vous vend pas la boîte, elle n'est pas à vous. Vous devez la rendre, elle est prêtée. Elle n'est même pas louée, elle est prêtée. Donc elle appartient à Free. Donc ce n'est pas considéré par la GPL comme une distribution. Donc Free n'est pas obligé de donner le code source de son produit, de ses produits. Ils ont fait pas mal de choses, ils ont publié une bonne partie de leur code source quand même, donc ils sont pas trop mauvais. Mais voilà, il faut bien être super attentif au terme d'une licence, parce qu'elle peut avoir, ou pas, un impact sur la façon dont on doit mettre à disposition du code source qu'on n'a pas forcément prévu de mettre à disposition. Et en particulier, quand on intègre du code source tiers, Driver Broadcom par exemple pour Linksys, eh ben, on peut se trouver dans une situation où on fait des âneries. Donc, soyez super attentifs. Quand vous intégrez de l'open source, quelles sont les licences ? Une des bonnes règles, c'est de mettre en place une gouvernance sur l'utilisation, consommation, intégration, etc. d'open source, et de spécifier quelles sont les licences que vous vous autorisez à utiliser. Et il y a des outils qui font des tests pour ça. Donc, quelles sont les licences que vous autorisez à utiliser une fois que vous avez choisi votre business model. Parce qu'effectivement, suivant les business models, si vous faites tout sur le SaaS, on s'en fout d'utiliser du logiciel GPL, vous n'êtes pas obligé de publier. Si vous faites tout en SaaS et que vous utilisez des librairies à GPL, j'ai un client, un fabricant de cigarettes, que je ne nommerai pas, qui a du coup interdit à tous ses développeurs d'utiliser MongoDB. Parce qu'ils ont très peur que, même si c'est un truc qui est développé par exemple en interne, qu'un jour quelqu'un décide, parce que c'est super bien de le mettre sur le visible en extérieur, et que du coup ils soient obligés de publier le code source de tout ce qui touche ce truc-là. Donc, mettez en place des règles. Au fait, leur règle, elle est stupide. Ils auraient pu prendre une licence commerciale de Mongo et puis faire ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà, ils ont fait ce choix-là. Donc, réfléchissez bien. Il y a des outils pour scanner les librairies open source que vous utilisez et valider quelles sont les licences dedans. Vous dire, attention, là, vous utilisez une licence que vous avez choisi de ne pas utiliser. Donc, peut-être ça vaudrait la peine de remplacer par une autre librairie. Et si vous achetez du logiciel commercial, demandez toujours ce qu'on appelle un SBOM, Software Bill of Material, qui est une liste de tous les composants, open source ou pas d'ailleurs. Et il y a un format, il y a une norme qui s'appelle spdx.org, qui définit un format de fichier SBOM qui permet d'être intégré dans des applications qui font du scan de logiciels et qui vont vous identifier tous les composants qu'il y a dedans, etc. Donc, choisissez bien vos licences, comprenez les implications, parlez à des spécialistes. Alors moi, je ne suis pas un avocat, mais quand on vient me parler, je peux donner un minimum de conseils. Mais il faut toujours faire intervenir vraiment un spécialiste, surtout quand c'est des licences un petit peu pointues ou quand c'est des cas d'utilisation un petit peu pointus. Parce que si vous ne faites pas attention, vous devrez de toute manière vous retrouver devant un juge avec d'autres avocats qui seront peut-être plus agressifs après. Voilà. Je vais le laisser afficher mes questions. Maintenant que j'ai vraiment débordé sur le temps. Oui, bonjour. Ça marche? Non. Ça a l'air. Oui, Sylvain Huette, consultant indépendant. Dans le dual licensing, généralement, il y a une licence open source qui est associée à une licence commerciale.
C'est-à-dire que le produit est disponible selon les deux modes. Ouais. Et donc, quand il est commercial, justement, ça évite au client de diffuser ses propres modifications. Ouais. Mais alors, comment ça fonctionne, ça, si dans la branche open source, il y a des améliorations qui viennent de la communauté, en fait? Est-ce que le copyright il reste accessible à l'auteur initial pour y compris faire une licence commerciale de ces modifications de la communauté? Alors, deux éléments à cette question-là. La première, c'est que quand on fait une dual license, ce n'est pas forcément une commerciale, une open source. Les premières versions, par exemple, d'OpenOffice étaient licencées BSD et LGPL. Deux licences open source. La BSD qui permettait de faire ce qu'on voulait. La LGPL parce qu'il y avait du code, en particulier les dictionnaires qui étaient normalement GPL, mais qu'on avait mis une librairie autour pour permettre d'y accéder, puis les applications open source. Ceci dit, et la deuxième partie, c'était qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, normalement, c'est assez récent, ça fait quelques années maintenant, quand on contribue à un projet open source, en général, il y a ce qu'on appelle un Contributor License Agreement, un CLA, ou alors un Developer Certificate of Origin, un DCO, qui sont des documents que, en tant que contributeur, on va devoir signer pour dire qu'on accepte les termes. Et dans ces documents-là, en général, il y a quelque chose du genre, le code que vous nous contribuez, si vous en gardez le copyright, c'est néanmoins nous qui gardons le droit de le licencier comme on veut, y compris de le relicencier. Et une fois qu'il est contribué, il est chez nous. Vous serez toujours marqué comme l'auteur, mais vous ne pouvez plus l'enlever. Ça vient du fait qu'il y a quelques années, il y a eu un couac avec quelqu'un qui n'était plus d'accord avec les termes, je crois, de la Linux Foundation, des termes de contribution, le code de conduite ou un truc comme ça, et qui a menacé de retirer tout le code qu'il avait contribué, et c'était du code assez important. Donc on a créé cet artifice, si je puis dire. Et ça, c'est intéressant parce que c'est effectivement, si je contribue du code à un produit qui est dual license, quelle que soit la façon dont je le contribue, à partir du moment où j'ai signé le CLA, on ne peut plus me dire « Ah, mais désolé, on a voulu le changer et vous ne voulez pas, mais on voudrait quand même. » Et ça, c'est super important. Il y a eu quelques années, justement pour LibreOffice, qui était contribué qui était créé sous dual license, des gens qui ont voulu contribuer seulement sur une des licenses en disant nos contributions, elles ne sont que BSD ou que LGPL, je ne sais plus. Et ça a posé des gros problèmes. En fait, grosso modo, et j'étais chez Sun à l'époque, grosso modo, c'est des contributions qu'on ne pouvait pas accepter parce qu'elles ne correspondaient pas aux termes du projet. Et il n'y avait pas à l'époque de CLA, donc pas moyen pour nous de dire vos contributions, on va les relicencier derrière, quoi que vous en disiez. Donc on était obligé de refuser si une contribution n'était pas faite de la bonne façon. Sun avait des CLA déjà vers 2005. Hein. Ça a 15 ans. Pardon ? Je dis les accords de contributeurs, ça a 15 ans, et Sun en avait, et Oracle l'a repris après. Oui, mais pas pour LibreOffice, enfin pas pour OpenOffice. Ouais. Alors, autre chose, tout à l'heure vous avez mentionné assez rapidement les licences qui ne sont pas open source, mais qui sont source available, je crois. Ouais. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu et quels exemples existent? Ouais, il y a aussi des licences qui se veulent des licences éthiques, à savoir on vous met du code source à disposition, mais on voudrait bien faire de l'argent, donc on impose dans les licences que vous ne pouvez pas l'utiliser si c'est pour faire une utilisation commerciale. Moi, je ne suis pas fan. Perso, je pense qu'un bon business model, c'est avant tout un bon business model. Et après, on choisit des licences open source pour ce qui peut être mis en open source, quitte à ce que tout ne soit pas open source. Mais essayer de faire semblant de faire de l'open source sans faire de l'open source, quelque part, en tant que tel, c'est pas éthique. Donc, je comprends qu'on dise, moi, j'aimerais bien faire de l'argent et j'aimerais bien que la communauté soit contrainte, finalement, à financer mes activités. Mais finalement, si mes activités n'ont pas de valeur ajoutée, c'est mon problème, c'est pas celui de la communauté, quoi. Donc c'est une tendance en ce moment. On voit apparaître des exemples de source code, de code available license ou source available license, je ne sais pas comment ils appellent ça. Voilà. L'open source a été créé pour des raisons. Il y a des sociétés qui sont extrêmement successful avec des produits, avec des licences open source. Retournez à l'INSEAD et refaites un master en business administration et puis on reprenait une licence open source. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. Merci bien.